Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un nouveau format, plus un style podcast. Donc si vous avez un trajet en voiture à faire ou si vous avez 10-15 minutes à tuer, je vous propose de mettre cette vidéo en fond et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'argent dans Pokémon. C'est un sujet tabou, comme la plupart du temps l'argent c'est quelque chose qui dérange, on n'aime pas trop en parler. Je sais pas trop pourquoi. Personnellement, moi, ça me dérange pas, mais voilà. Pourquoi est-ce que l'argent est devenu tabou en France? Tout simplement parce que je pense que aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans Pokémon principalement pour l'argent. Pokémon, c'est quoi? C'est une passion qui est de base enfantine. C'est sorti en 1996, année de ma naissance. Le jeu Pokémon Pocket Monster rouge et vert est sorti en 1996. Ensuite, la même année, 8 mois plus tard, les premières cartes Pokémon sont sorties. Il y a tout de suite eu un franc succès. Qui c'est qui a commencé à acheter ça? Des enfants, comme dans mon cas, on avait 5, 6, 7 ans. On demandait à nos parents de nous acheter 1 ou 2 boosters. Pourquoi? Parce que c'était une façon de flex dans la cour de récréation, de montrer à nos amis qu'on avait la plus belle carte et on jouait avec un petit peu n'importe comment. On jouait avec des cartes set de base édition 1. Le but, c'était de la lancer le plus loin, ou bien les poser par terre, et on devait les ramasser avec les mains, et celle qui restait collée avec les mains, c'était celle qu'on obtenait. Voilà. À l'époque, on ne savait pas trop ce qu'on avait entre les mains. Pour nous, c'était un morceau de carton. C'est pour ça que on dessinait dessus, on les collait dans nos cahiers pour faire un style un peu album photo. Après, par la suite, on a eu des classeurs qui sont sortis, donc on pouvait les mettre bien comme il faut, mais au début, c'était un petit peu ghetto. Donc, on s'amusait juste. On était juste des enfants, on avait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Les premières personnes qui ont commencé à collectionner les cartes Pokémon, c'est peut-être les personnes des années 80 à la limite, qui étaient dans leur adolescence, les personnes des années 90 qui étaient très jeunes, comme moi, et encore les années 2000, et ainsi de suite. Mais en tout cas, les premières cartes, voilà, c'était ça, les 3 générations qui ont commencé à collectionner ces cartes-là. Au début, on n'avait pas d'argent. En tout cas, dans mon cas, on n'avait pas d'argent. L'achat de cartes Pokémon dépendait uniquement du bon vouloir de mes parents. Donc, ils nous achetaient un booster, peut-être 2 de temps en temps si on était sage, mais ça s'arrêtait là. Et quand on achetait des boosters, c'était pas pour les mettre de côté et ensuite se dire peut-être dans 5 ou 10 ans, je vais les revendre ou je vais les ouvrir. Pourquoi on ne pensait pas à ça? Parce que déjà, premièrement, à l'époque, on était des enfants. Donc, à chaque fois, on privilégie le côté ludique de n'importe quoi. Donc, les cartes Pokémon, forcément, on pensait à l'aspect ludique. On pensait certes, oui, à les collectionner, mais à notre manière, comme des enfants. Vous donnez une carte Pokémon maintenant à un enfant de 5, 6, 7 ou 8 ans, elle va être pliée au bout de 2 secondes. Et on reproduisait aussi ce que nos autres amis dans la cour de récréation faisaient. Ils mettaient pas leurs cartes Pokémon dans des pochettes ou dans des top loaders, par exemple. Non, ils les mettaient dans leur poche. Elles étaient toutes pliées. On les avait mis dans une... Vous savez, les bananes que vous mettez autour de la taille. Mais les cartes n'étaient pas protégées, donc tous les bords étaient abîmés. On était habitués à ça. Pour nous, c'était normal. Mais la passion s'est développée. Les décennies sont passées. Donc, il y a eu les années 90, les années 2000, 2010 et maintenant 2020. Et les collectionneurs ont évolué aussi. Les collectionneurs en herbe qu'on était dans les années 90, 2000, 2010, maintenant c'est devenu des personnes qui sont pour la plupart dans la vie active. On a, en tout cas dans mon cas, laissé Pokémon de côté pendant au moins 10-15 ans et on est revenu dessus. Parfois ça peut être très bête parce qu'on a vu une pub à la télé, on a vu une vidéo YouTube dans nos recommandations ou tout simplement pour les personnes... Pour les parents, comme dans mon cas, qui ont des enfants, eh ben vous entendez votre enfant dire « c'est qui Pikachu ?» Et là, vous vous dites « mais c'est vrai, Pokémon, ça existe ?» Et du coup, ça attire votre curiosité. Vous vous dites « mais est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il y a encore des cartes qui sont sorties ?» Donc, il y en a qui n'ont jamais lâché Pokémon, donc ils sont toujours restés au courant des sorties. Mais comme beaucoup, en tout cas ces dernières années, on est beaucoup, en tout cas dans ma génération, à avoir lâché ça pendant au moins 10-15 ans, parce que, on va pas se le cacher, les cartes Pokémon au collège-lycée, c'était devenu ringard. En primaire, à la limite, ok. Mais voilà, au collège-lycée, pour la plupart, on devait changer d'établissement.
Donc on devait être un petit peu les enfants cool pour s'intégrer. Et on va pas se le cacher, au collège-lycée, pour être cool, la plupart du temps, il fallait arrêter Pokémon. Ça y est, c'était fini, il fallait passer à autre chose. Donc voilà, la plupart des personnes, je pense, ont arrêté Pokémon pendant 10-15 ans, s'y sont remis. Ils ont commencé à s'y remettre tout doucement. Ils ont commencé à chercher sur Internet, cartes Pokémon, blablabla. Ils ont commencé à regarder avec un petit peu de curiosité dans les magasins s'il y avait des cartes Pokémon qui se vendaient toujours. Et au fur et à mesure, les gens comme moi, comme vous peut-être, et comme d'autres personnes, se renseignent au fur et à mesure. Et ils sont passés de personnes totalement ignares du sujet, parce qu'ils ont arrêté il y a 10-15 ans, à des gens qui, au fur et à mesure, rejoignent des groupes Facebook, rejoignent des Discords. Et au fur et à mesure, à force de voir des messages tous les jours concernant Pokémon, ils commencent à se remettre un petit peu au goût du jour. C'est compliqué de se relancer, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup par exemple de Pokémon qui sont sortis pendant leur absence, mais voilà, ils y remettent les pieds et au fur et à mesure, vous savez, c'est comme toute nouvelle chose que l'on découvre, il y a ce petit côté excitant qui fait que parfois, pendant littéralement des semaines et des mois, ils vont s'informer sur le sujet et savoir ce qui se passe. C'était mon cas par exemple. Quand j'ai repris, je faisais que ça. Je faisais que regarder. Je suis quelqu'un de très curieux, donc quand je me relance sur une passion, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et pendant des jours, des semaines et presque des mois, je me suis informé sur ce qui sortait, à quoi ça correspondait les différents items Pokémon, les Pokébox, les displays, etc. Donc, il y a cette étape de réinformation de la personne, et puis après, il y a l'étape d'achat. Donc, on va racheter des cartes Pokémon. On va les partager avec nos nouveaux groupes de personnes avec qui on parle. Et voilà, on va nouer des liens et on va commencer à faire des achats. Puis, au fur et à mesure que l'on devient, entre guillemets, des acheteurs aguerris de Pokémon, on va commencer un petit peu à peu mieux connaître notre sujet. On va savoir que telle carte ou tel booster n'est plus intéressant ou est très intéressant. Et au fur et à mesure, on va savoir, entre guillemets, quoi scalper. Je mets des grosses guillemets sur ce mot-là parce que des personnes qui vont se rendre en magasin n'ont pas toujours la même intention. Il y a des gens qui scalpent pour leur collection personnelle parce qu'ils veulent garder, comme vous pouvez voir derrière moi par exemple, des items et les ouvrir plus tard. Ou il y a des gens qui achètent dans le but unique de revendre plus tard. Le sujet de cette vidéo, c'est l'argent tabou. Moi, je trouve pas que acheter pour revendre plus tard, ce soit si scandaleux. Je m'explique. Oui, les joueurs du TCG ont beaucoup plus difficilement accès à certaines cartes parce que les prix s'envolent, par exemple. Oui, des enfants de 10-15 ans peut-être n'ont pas le budget pour se permettre d'acheter des cartes que nous, par exemple, personnes actives, achetons. Mais je dirais quand même qu'il faut faire attention parce que la plupart des gens qui font ça, qui achètent des items pour en revendre plus tard, la plupart du temps, c'est pour racheter des items Pokémon. Donc en fait, l'argent qui est pris de Pokémon est réinvesti dans Pokémon. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut quand même bien distinguer les choses. Après, oui, il y a des gens qui vont scalper, qui utilisent même des robots sur Internet pour acheter, par exemple sur Amazon, etc., des stocks en grosse quantité d'items très rares. Là, oui, là c'est différent. Là, il y a volonté de nuire, entre guillemets, de profiter du marché et de revendre limite dans la minute ou dans la journée les produits qui étaient potentiellement en promotion 2 fois, 3 fois plus cher. Là, oui, ça, c'est des gros scalpers de grosse envergure. Et là, oui, ça c'est dérangeant pour le système. Mais le particulier, comme moi, comme vous, ou comme d'autres, qui achètent des produits parce qu'ils savent que c'est des bons produits. Je prends l'exemple, par exemple, voilà, vous achetez un certain coffret, par exemple le coffret Fulgudog, ou bien les coffrets 151, parce que vous savez que sur le marché secondaire, il n'y a pas beaucoup de stock, et le peu de stock qu'il y a, c'est à des prix plus élevés que le prix retail. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je ne pense pas que ça devrait être tabou, parce que, comme je vous dis,
Les particuliers qui font ça, généralement, c'est pour financer leur propre collection, soit de scellés ou soit de cartes. Donc je pense qu'il faut quand même faire le distinguo entre les différentes personnes qui mettent beaucoup d'argent dedans. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent et qui gardent des items pour longtemps, pour financer. C'est sérieux. J'ai un ami dans ce cas-là. Pour financer sa retraite, voilà, il a acheté énormément de blisters Évolution Céleste, EB7. Il l'a mis sous son lit et il m'a dit, c'est mon plan retraite. Alors, je lui souhaite que ça marche. Mais voilà, après, s'il y a de la demande, eh ben, c'est la loi de l'offre et la demande. S'il fait ça et qu'il y a de la demande pour dans 10 ans, par exemple, bah, bravo à lui. Je suis désolé, voilà. Bravo à lui. On sait tous que des gens gardent du scellé chez eux. C'est pas un mystère. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, j'en ai. J'ai des displays 151, j'ai des coffrets, j'ai des displays faille paradoxe, force temporelle. Mais ces displays-là, ils ont pour but d'être soit ouverts en vidéo, ou soit d'être ouverts, par exemple, lors d'un box break que je ferai sur des sites d'enchères comme Vox ou bien Whatnot. Donc, voilà. Et le peu d'argent que je vais me faire avec ça, ce sera pour racheter d'autres items. Et mon but, c'est d'essayer d'acheter des items vintage parce que voilà, j'ai repris tard la collection Pokémon, mais je m'avoue pas vaincu et je me dis que ça peut le faire. Donc voilà, écoutez, je pense que c'était une vidéo intéressante. On a repris vraiment les origines de Pokémon et des cartes Pokémon pour essayer d'un peu plus prendre en compte le contexte de qui a commencé à collectionner ça et qui maintenant continue de collectionner les produits Pokémon. La plupart, je dis pas que c'est que ça, mais la plupart, c'était des enfants plus jeunes dans les années 90-2000 qui sont maintenant devenus des trentenaires ou peut-être un peu moins ou un peu plus et qui maintenant ont du budget et s'autorisent de mettre beaucoup d'argent dans ça. Il y a des gens qui achètent des displays Évolution Céleste à 700, 800 euros. Voilà, il y a de la demande pour ça. Donc, s'il y a de la demande, on ne peut pas remettre en question l'offre. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que c'est important de bien distinguer les différents types d'acheteurs? Voilà, moi je pense que c'est important de les distinguer parce que là, comme je vous dis, par exemple les particuliers, la plupart du temps, ils ont des intentions correctes. Ils veulent racheter des produits Pokémon derrière. Donc l'argent qu'ils prennent d'un côté, ils le remettent de l'autre. J'ai vu très peu de personnes se faire beaucoup d'argent dans Pokémon et aller s'acheter une Lamborghini. Quand je dis très peu, j'en connais pas. Donnez-moi des exemples, mais j'en connais pas. Parce que la plupart du temps, c'est quand même des personnes assez passionnées et qui réinvestissent dans Pokémon. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. Moi, j'aime bien aussi aborder des sujets pendant 10-15 minutes. Je suis moi-même consommateur de ce type de contenu. J'aime bien en rentrant du boulot ou bien, je sais pas, je marche, je fais quelque part. Écouter ce genre de contenu, j'aime bien écouter une personne et m'informer sur un sujet et débattre aussi. Quand la vidéo se termine, je mets un petit commentaire pour donner mon avis. Donc voilà, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'argent soit tabou? Si oui, bah, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Voilà, moi ça m'intéresse. Et sinon, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que ça ne devrait pas être tabou et qu'on devrait être beaucoup plus ouvert au débat, bah, ça m'intéresse aussi. Écoutez, je vous propose de me laisser un petit like si ça vous a plu, de me laisser donc le petit commentaire avec votre avis et à vous abonner surtout, c'est très important. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas encore abonnés. Et puis n'hésitez pas à me dire quel sujet vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Salut tout le monde, ciao!